Bonjour à tous, bonjour Jacques Julliard. Bonjour. Merci d'être là. Normalien, agrégé d'histoire, journaliste, essayiste, éditorialiste au Nouvel Observateur pendant 32 ans et aujourd'hui à Marianne. Vous publiez chez Robert Laffont dans la collection bouquins L'esprit du peuple. Alors c'est un livre de réflexion sur la République, le peuple, la gauche, les élites. On va en parler. Pour Franz-Olivier Gisbert dans Le Point, vous êtes l'homme qui ne s'est jamais trompé. Alors c'est un beau compliment mais ça met la pression, non ? Oui, c'est un compliment immense, mais embarrassant, parce que maintenant, je ne vais plus oser parler de l'avenir sous quelque forme que ce soit, sous peine de perdre cette espèce de virginité qu'il me confère. Alors, on va parler du présent. Nous allons bien sûr parler de votre livre, mais d'abord Manhattan. Quand n'importe qui peut devenir terroriste, quand n'importe quoi peut devenir une arme, quelle peut être la réponse de nos sociétés démocratiques? Certainement pas celle de Donald Trump. Donald Trump est arrivé au pouvoir en disant que la France n'était plus un pays fréquentable ou visitable parce qu'il y avait des attentats. Et il prétendait protéger les États-Unis en les isolant. Il vient de se faire infliger un démenti, si j'ose dire, sanglant. La meilleure protection, c'est au contraire que les nations démocratiques collaborent entre elles au maximum. Et c'est pourquoi toutes les formes de sécessionnisme qui existent aujourd'hui, anti-européennes, anti-occident ou à l'intérieur de l'Occident, vont contre l'objectif numéro un qui est d'échapper à cette peste. Et vous pensez aussi à la Catalogne, j'imagine. Absolument. Selon plusieurs médias et selon une note laissée par le suspect, il aurait, je garde bien le conditionnel, il aurait agi au nom de l'État islamique. Vivons-nous les derniers soubresauts de Daesh ou sommes-nous entrés durablement dans une guerre de civilisation? Écoutez, je pense que les deux aspects sont présents. Daesh est frappé à mort, et ce qui ne l'empêchera pas de continuer d'être utilisé comme une sorte de label, y compris à un moment où il deviendra totalement incapable de donner des ordres. Mais il y a en effet un aspect guerre de civilisation, en ce sens que la différence que connaissaient les pays civilisés, la grande différence entre la paix et la guerre est en train de s'estomper, est en train de disparaître. Est-ce que nous sommes en guerre contre Daesh? Et d'abord, est-ce que Daesh existe? Nous sommes en guerre ou en paix, nous ne savons pas, contre un adversaire qui existe ou qui n'existe pas. Vous voyez l'espèce de déstabilisation que ça produit chez les gens. Alors, c'est le premier attentat depuis le 11 septembre dans le quartier de l'ex-World Trade Center, le jour d'Halloween et à 3 jours du marathon. On a du mal à croire à de l'improvisation, non? Non, bien sûr. Ouais. Je crois que même des individus isolés, les fameux loups solitaires, dont nous voyons bien qu'ils ne sont pas si solitaires que ça, dans la plupart des cas, on vient de le voir avec l'affaire Mohamed Merah en France, même ceux-là sont capables de choisir des dates, de choisir un anniversaire. Le fait que cette date ait une valeur symbolique ne prouve pas pour autant que c'est directement télécommandé par Daesh. C'est simplement des gens qui sont mis dans la logique de Daesh. Venons-en, Jacques, à l'esprit du peuple, à votre livre. Que devient le peuple dans une civilisation où l'individu est en train de devenir roi? Est-il encore l'acteur principal de l'histoire, le sujet souverain de la politique? L'esprit du peuple, les gouvernements successifs l'ont-ils oublié? Est-ce qu'ils savent encore ce qu'est le peuple, d'ailleurs? Ce titre, je l'ai choisi un petit peu en référence à la cause du peuple, c'est-à-dire à l'idéologie qui s'était dégagée de mai 68 tout de même. Le peuple, vous savez, c'est une notion, comme toutes les grandes notions de la démocratie, démocratie lui-même, nation, etc., sont des mots très élastiques, sont des mots dont les significations sont très diverses. Mais le peuple, je le prends au sens de l'ensemble de la nation, pour autant qu'elle n'ait pas
directement dans la politique. C'est, au fond, lorsque Jean-Luc Mélenchon dit les gens, il dit quelque chose d'assez vrai. C'est-à-dire qu'il désigne, par un terme un peu général, une manière pour la population d'exister en dehors de la politique. Or, moi, ce que je constate dans ce livre, c'est que la gauche sans le peuple, c'est pas grand-chose. Or, le divorce est en train d'avoir lieu. Et le grand défi pour la gauche, c'est de retrouver un contrat avec le peuple. Alors la gauche, vous savez que c'est très à la mode aujourd'hui de dire qu'on n'est ni de gauche ni de droite ou est de gauche et de droite. Est-ce que ça vous choque, cette perte de repères? Ça ne me choque pas, ça ne me convainc pas complètement. Parce que la gauche et la droite, on a l'habitude de dire « Oh, mais ce sont des inventions françaises, c'est une obsession française ». Ça n'est pas vrai du tout. La notion de gauche et de droite, sous divers termes, mais existe partout. Elle existe dans tous les pays du monde, pratiquement, même dans les pays totalitaires. Et même dans la tête d'Emmanuel Macron, vous pensez? Alors, Emmanuel Macron, son problème, c'est celui de dépasser la gauche et la droite. C'est normal. Alors, autant on peut dire la gauche et la droite ne disparaîtront jamais complètement, c'est mon point de vue. Mais autant, lorsqu'on est au gouvernement, on est bien obligé de s'adresser aux uns et aux autres. Ça ne me choque pas. Vous ne semblez pas convaincu par Emmanuel Macron. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont très vite déchanté de ses idées, de sa méthode? Je n'ai pas déchanté parce que je n'étais pas convaincu au départ. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, bon, comme on dit vulgairement, il a mangé son pain blanc le premier. C'est-à-dire qu'il vivait sous le principe du plaisir, il donnait du plaisir à ses électeurs, c'est pour ça qu'ils l'ont suivi en grand nombre et de toutes origines. Aujourd'hui, le principe du plaisir, au fur et à mesure que l'on gouverne, disparaît au profit, comme dit Freud, du principe de réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a un électorat plutôt centre-gauche et une politique centre-droite, au moins en matière économique et sociale. Vous dites Macron n'est pas un chef d'équipe, c'est un homme seul qui se veut seul, entouré d'exécutants. Son Premier ministre est à peine collaborateur, c'est son hologramme. Être seul, c'est être condamné à se tromper? Écoutez, c'est peut-être une obligation de la période actuelle. Moi, je suis, tout en critiquant l'exercice solitaire du pouvoir, comme on dit, en même temps, je suis bien convaincu, comme n'importe qui d'ailleurs, que le système parlementaire tel qu'il a fonctionné dans le passé n'est plus adapté à nos sociétés. Donc, le vrai problème de l'homme en charge, pour ne pas rester un homme seul, c'est de dialoguer avec le peuple. Alors ça, c'est la chose la plus difficile. Au fond, François Hollande a échoué, pas tellement à cause de son programme. Son programme est en train de donner certains résultats, on est obligé de le reconnaître. Le redressement économique qui est en cours, ce n'est pas les quelques mois de Macron qui nous les ont valus, c'est bel et bien François Hollande. Mais où Hollande a échoué, c'est dans la capacité de dialoguer avec le peuple. Est-ce que Mélenchon dialogue davantage avec le peuple? Vous dites la nébuleuse de son mouvement des Insoumis, totalement organisée autour de sa personne, avec des instances flottantes et mal définies, un schéma s'apparentant davantage au courant populiste d'Amérique latine. Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'il veut incarner la gauche, l'opposition, la lui tout seul. Est-ce qu'il réussit ce dialogue avec le peuple? D'abord, il est à la gauche ce que Macron est actuellement au centre ou à la nation, c'est-à-dire un homme seul qui prétend, en effet, parler avec la nation. C'est pas pour rien que Macron a choisi en Mélenchon son adversaire privilégié et inversement, parce que au fond, ils se correspondent assez bien. Alors, est-ce que Mélenchon réussit à dialoguer avec le peuple? Oui, d'une certaine manière, je dirais de manière provisoire. À court terme, il est la seule dernière incarnation de la gauche. Inversement, si on va un tout petit peu plus loin dans le temps, il sera probablement le principal obstacle à la reconstruction de la gauche demain. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas de la révolution.
que, que demandent les gens? Ça peut paraître paradoxal, ils demandent de la social-démocratie. Que demandent les ouvriers, qu'ils soient chinois, indiens, brésiliens? Ils demandent plus de sécurité. Et en France aussi, que demande la population? Plus de sécurité. Alors, la social-démocratie est actuellement presque morte, très malade en tant que parti, mais en tant qu'aspiration à un mode de société, ça reste l'idéal de presque toute la gauche, y compris d'une bonne partie de la gauche mélenchonienne, mais aussi d'une grande partie de la droite. Alors vous qui êtes une des grandes figures de la gauche depuis 50 ans, l'Express dit que dans votre livre, vous entonnez le requiem d'une gauche défunte. En ce jour de la Toussaint, pensez-vous qu'elle est définitivement morte et enterrée? Non, vous savez, les sportifs disent les grandes équipes ne meurent jamais. Eh bien, je vous répondrai que les grandes familles politiques ne meurent jamais non plus. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin d'un dialogue entre l'ordre et le progrès. Un grand historien de la gauche, François Gauguel, mort maintenant, vieux gaulliste d'ailleurs, avait voulu substituer à l'opposition entre la gauche et la droite, l'opposition, c'était assez justifié, entre l'ordre et le progrès. Eh bien, ça existera un peu partout. Ça figure même sur le drapeau du Brésil. Hein, c'est d'origine française, mais c'est ainsi. Et on dit que le PS est mort. Est-ce que vous irez fleurir sa tombe ou finalement il l'a bien cherché? Écoutez, je crois que il l'a cherché. Il y a des conditions objectives. Ça n'est pas pour rien que la social-démocratie est en mauvais état en Allemagne, dans la plupart des pays d'Europe et même au-delà. Donc, il serait trop facile de dire c'est la faute à Hollande, c'est la faute à Cambadélis ou que sais-je. Il reste qu'ils n'ont jamais tenté de répondre à la question que j'essaie de poser dans ce livre, comment rétablir un contact avec le peuple. Parce que moi, j'ai défini la gauche, si je peux le dire d'un mot, hein, comme l'alliance du progrès scientifique et de la justice sociale. Or, aujourd'hui, ces deux idéaux, et ça, c'est toute la gauche de Victor Hugo, de Jaurès, de Léon Blum, etc. Cette gauche-là, elle a disparu parce que le progrès et la justice ne marchent plus de pair aujourd'hui. C'est pas facile de les faire aller ensemble dans la voie de l'avenir. Et vous faites un constat terrible, Jacques, dans ce livre. Qu'ont-ils fait de l'école, de la laïcité, du peuple? Ils ont tout abandonné, vraiment? Oui. Alors là, je trouve que... prenons par exemple le bilan de François Hollande. Qui aimerait revenir, paraît-il. Oui, oui. Ça vous plairait, ça c'est dans la nature d'un homme de politique de continuer dans son être, en quelque sorte. Il manquerait plus que ça pour vous plaire. Mais ça me paraît légitime. Je ne pense pas qu'il redeviendra président de la République. Mais il peut jouer un rôle utile. En revanche, il est vrai que, je vous disais tout à l'heure que son bilan économique et social n'est pas si mauvais qu'on l'a dit. En revanche, son bilan en ce qui concerne la culture et l'école, on ne l'a pas assez dit, celui-là me paraît catastrophique. Parce qu'on le voit bien, même si on essaye de le dissimuler, le ministre actuel de l'Éducation, M. Blanquer, qui est un des hommes forts du pouvoir aujourd'hui, c'est un des seuls qui, au fond, existe à côté de Macron lui-même, eh bien, est en train de détricoter tout ce qui a été fait sous François, presque tout ce qui a été fait sous François Hollande. Et là, je suis obligé de dire que j'ai beau être un homme de gauche, ou plutôt parce que je suis un homme de gauche, j'approuve une bonne partie des mesures de M. Blanquer. Tous les matins, Jacques, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Vous qui aviez demandé que sont les grands hommes devenus, est-ce que vous en avez vu un récemment? Non. Je dis franchement non. Un grand homme, c'est la conspiration d'une époque avec une personnalité. Sans l'un ou sans l'autre, on ne peut pas. Il y a des grands hommes potentiels, mais aucun n'a trouvé dans la réalité l'occasion de se réaliser.
Emmanuel Macron n'est pas un grand homme. D'abord, il y a déjà quelque temps que je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, non. Le dernier, je me posais la question à moi-même il y a quelque temps, quels sont les hommes que j'aurais aimé rencontrer et que je n'ai pas rencontrés. Le dernier, c'est le général de Gaulle. Merci beaucoup. Merci Jacques Julliard. La suite de la matinale avec Pascal.